Bien, rebonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième conférence du professeur David Ownby qui concerne le phénomène dont nous sommes tous témoins, donc cette montée en puissance, du moins supposée, de la Chine et le rapport qu'entretiennent les intellectuels publics chinois, donc avec cette montée en puissance. Il y a encore des places devant, madame. Je ne présente plus le professeur Ownby puisque je l'ai fait la dernière fois, mais ce que je vous présente en revanche, ce sont mes excuses par avance pour devoir vous quitter à 18h tapante, parce que à 18h30 je suis supposée être à l'autre bout de Paris, donc je vais vous laisser un petit peu en compagnie du professeur si vous avez envie de poser des questions. Donc là je devrais vous abandonner dans de très bonnes mains, mais voilà, je voulais m'en excuser par avance. Bien, écoutez, je crois qu'on peut y aller. Sur le continu ou le contenu, c'est bon. Merci Anne-Chung, merci à tout le monde d'être venu. Comme vous l'avez vu déjà, le titre de ma conférence aujourd'hui, c'est Xi Jinping, le rêve chinois et la tentation intellectuelle. Les intellectuels chinois comme fournisseurs de contenu, bien sûr. L'idée de content provider qui vient de l'anglais. Et donc, l'histoire que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui est un peu compliqué. Il y a quelques morceaux. Je vais essayer de vous démontrer comment les morceaux se rencontrent. Ça commence avec l'idée de la montée de la Chine. La montée de la Chine, c'est un fait. On peut le tracer en suivant l'économie ou toutes sortes de variables. Mais ma concerne, c'est l'idée de la Chine dans la tête des intellectuels chinois. Ça commence autour du tournant du siècle et ça se concrétise en 2008 avec certains événements, la grosse crise financière qui commence aux États-Unis, les Jeux olympiques qui se tiennent à Beijing, ces deux contrastes qui disent aux Chinois que ce qu'ils avaient ressenti depuis un bout était vraiment en train de se produire. Et ce que je veux souligner ici, c'est l'effet très dramatique que la prise en conscience de cette montée en puissance de la Chine a eu sur la façon dont les intellectuels ont pensé la Chine, le reste du monde eux-mêmes. Ça a été une révolution, une révélation en même temps. Et donc, ça leur a permis, ils en sont tenus à penser que la Chine était de nouveau le centre du monde. Et donc, la Chine avait besoin de nouveaux mythes fondateurs. Et donc, ils partent en tous les sens, ou beaucoup de sens, à la recherche de ces nouveaux mythes fondateurs. Et comme on le verra, c'est assez radical ce qu'ils font, dans le sens que les nouveaux mythes fondateurs qui localisent ou qui créent eux-mêmes laissent de côté les éléments clés de la Chine telle que comprise par l'État parti jusqu'à là. Donc, c'est-à-dire qu'ils décident que la nouvelle Chine a besoin des nouveaux mythes fondateurs, ils créent des nouveautés, ils parlent dans tous les sens, mais ils ne parlent pas du Parti communiste, ils ne parlent pas de la révolution, pas de sens positif. Parfois, il faut, c'est incontournable en Chine de parler du Parti communiste, mais beaucoup des schémas qui sont inventés, qui sont circulés, qui sont débattus, font abstraction complètement du XXe siècle, comme si le XXe siècle était une erreur et que la Chine, maintenant, comme centre du monde de nouveau, va pouvoir reprendre les liens de continuité. Donc, je peux prétendre encore une fois que je l'ai fait exprès, le continu, mais non. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qui arrive. Donc, c'est tout un mouvement que je vais essayer d'explorer un peu avec vous aujourd'hui. Et donc ça s'est lancé avant la montée au pouvoir de Xi Jinping. Xi Jinping monte au pouvoir en 2012-2013 et assez tôt, au cours de son mandat, il annonce son slogan « Le rêve chinois ». Le rêve chinois qui, à ce moment-là, ne voulait rien dire. C'était un slogan politique qui était à la fois plein et vide de sens, à part l'idée qu'on va faire
remonter de nouveau le peuple chinois, la nation chinoise. C'est le genre de truc qu'un politicien va dire. On l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis. C'est pas grand-chose. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces intellectuels, qui sont les intellectuels publics chinois, les gens qui publient en Chine et en chinois, et qui respectent de manière globale les règles du jeu tant qu'établies par l'État parti. Donc, ce n'est pas les dissidents. Donc, c'est les gens qui sont establishment. Ils décident, malgré le fait qu'ils sont partis très loin dans ces schémas qui laissent de côté le XXe siècle, le Parti communiste et tout le reste, d'essayer de mettre leurs idées au service du rêve chinois. Donc, ils se disent que, voilà, Xi Jinping, notre président, qu'on aime plus ou moins, a lancé un slogan politique, le rêve chinois, sans contenu. Donc nous sommes là, on a des idées, on a des mythes fondateurs. Si on lui pitch, si on lui donne, on lance nos idées, peut-être que ça va prendre racine. Et donc c'est ça l'histoire que je vais essayer de raconter. Et ça nous en dit long. Pourquoi c'est intéressant? Pas juste parce que j'ai passé 10 ans là-dessus, mais moi je peux dire ça. Moi je trouve que c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose sur les rapports, la relation entre l'État parti et les intellectuels chinois. À cause de l'héritage de la guerre froide, notre tendance, quand on pense à la Chine, est toujours de l'associer à l'Union soviétique. Et c'est normal. L'Union soviétique était communiste et un gros méchant. La Chine est communiste et est vue comme une grosse méchante. Et donc, c'est normal qu'on voit les relations entre les intellectuels et les autorités comme étant similaires ou parallèles. Et je pense que sous Mao Zedong, c'était bien le cas. Donc les parallèles entre l'Union soviétique sous Staline et la Chine communiste sous Mao Zedong étaient plus ou moins proches. Mais depuis réforme et ouverture, donc depuis la fin des années 70 en Chine, ce n'est plus le cas. Et je dirais qu'un parallèle plus intéressant, plus utile pour penser la Chine actuelle, est avec le Japon de l'ère Meiji. Parce que le Japon de l'ère Meiji, pour ceux qui ne sont pas des historiens du Japon, représente une ouverture rapide et presque complète à partir le Japon du Tokugawa était féodal, fermé, largement dysfonctionnel. Et donc, le Japon a été forcé de s'ouvrir par les Américains. Et puis, à la restauration Meiji en 1868, et suite à ça, s'ensuit une série de changements extrêmement rapides et à tous les niveaux, socio-économiques, intellectuels. Et donc, le Japon fait à ce moment-là ce que la Chine a fait depuis les années 80, c'est-à-dire il se tourne vers l'Occident, il traduit une tonne de littérature, il change de fond en comble sa façon de voir le monde. Il y a les débats à plus jamais finir au Japon entre les traditionalistes, les socialistes, les démocrates, enfin les impérialistes. Et donc, c'est une explosion d'idées et une excitation d'idées, c'est bien un mot, qui marque le Japon de cette période-là. Et je trouve que la Chine vit pas mal la même chose. Après une longue période de fermeture et de partielle dysfonction, la Chine passe à une nouvelle ère où les choses changent de fond en comble. Et le parallèle est d'autant plus intéressant parce que dans le cas du Japon de l'ère Meiji, ça ne s'est pas bien fini. Ça finit dans l'impérialisme et dans la guerre. Et je pense que ce que font mes intellectuels chinois quand ils essaient de vendre ou de fournir du contenu au gouvernement chinois, c'est d'essayer d'éviter que la Chine prenne le même chemin qu'a pris le Japon de Meiji. Donc, c'est-à-dire que, au lieu d'être des dissidents qui sont là à attendre que les communistes disparaissent, c'est des patriotes, c'est les citoyens du monde qui aimeraient ça voir la Chine prendre une direction un peu différente. C'est pas je ne suis pas à dire qu'ils envisagent un changement complet du régime.
mais ils se voient comme les serviteurs plus ou moins fidèles à l'État, avec de meilleures idées que Xi Jinping et l'État-parti ont. Ils se voient comme plus intelligents, plus aptes à façonner une idéologie. Ils croient que la Chine a besoin d'une nouvelle idéologie. Et là, ça rejoint certaines idées du parti. Je pense que c'est une préoccupation du régime chinois depuis la fin de l'ère maoïste. Ils ont beau dire qu'on est socialiste avec caractéristiques chinoises et insister sur le socialisme, tout le monde en Chine sait bien que si la Chine s'en sort, c'est à cause du marché, c'est à cause de la mondialisation. Et le socialisme est là comme un détail, une note en bas de page, mais ils n'arrivent pas à utiliser le socialisme pour caractériser quelque chose de solide, quelque chose qui tienne la route. Et donc, tout le monde en Chine est un peu... Bon, ils disent oui de la tête parce que tout va bien, l'économie continue à grandir. Mais quelque part, comme n'importe quel régime ailleurs au monde, le régime chinois aimerait ça, être respecté pour autre chose que juste la gestion du fait économique. Ils aimeraient que les histoires qu'ils racontent auprès du peuple soient acceptées par le peuple. Et beaucoup des intellectuels chinois publics partagent cette volonté, cette ambition. Et donc, les gens que je vais vous décrire aujourd'hui, ils font partie de ce groupe, encore une fois, qui, sans être gagnés aux idées de la pensée de Xi Jinping ou forcément du socialisme, aimeraient que la Chine, si elle va devenir la puissance première au monde dans quelques décennies, que la Chine ait quelque chose à dire qui vaut la peine d'être écoutée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et pour moi, c'est une idée différente. Ce n'est pas du tout ce qu'on lit normalement. On a l'impression que tous les intellectuels en Chine sont les dissidents. Ils attendent pour le devenir. Et je ne pense pas du tout que c'est ça. La Chine vue de l'intérieur, la Chine est une société plus ou moins normale, où les intellectuels veulent trouver leur place et aider leur gouvernement à s'en sortir mieux. Ok, donc, je pense que j'ai déjà passé par... J'arrive pas à maîtriser mes PowerPoint. J'ai déjà dit tout cela, mais je pense que c'était assez clair. Oui, je me permets ouais, voilà, je vois qu'il y a des personnes qui sont assises par terre et il y a encore des places. Ne restez pas par terre, c'est très inconfortable. J'ai déjà essayé. Il y a encore des places, n'hésitez pas à venir devant. Ici. Ok, je commence par l'excitation intellectuelle qui était déjà en cours avant que Xi Jinping n'arrive au pouvoir. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi l'idée de la montée en pouvoir de la Chine était tellement bouleversante pour les intellectuels chinois. Pour faire ceci, il faut remonter dans le temps un peu pour décrire à quel point la chute de la Chine à partir du XIXe siècle a été difficile. Je me rappelle, juste après avoir fini mon diplôme universitaire, j'ai travaillé comme guide touristique en Chine pendant un bout. C'était vraiment intéressant pour un jeune homme de 21 ans. Et je me rappelle, j'étais à table à manger avec les guides chinois une fois, et je ne me rappelle plus ce que j'avais dit, quelle ineptie j'avais dit, mais un des guides m'a dit, c'est vrai, on n'a pas l'air de grand-chose maintenant, mais tu aurais dû nous voir à l'époque médiévale. Mais qui dit ça, franchement? Mais je vous jure, ils ont dit cela. Et pour moi, c'est quand même ridicule de dire ça, mais ça nous dit à quel point les Chinois tiennent vraiment à cette idée qu'ils ont été, ils sont toujours une grande civilisation. En tant qu'Américain, j'ai pas ça. J'ai pas d'expérience de penser, peut-être un peu avec Trump, qu'on était mieux dans le passé, maintenant que ça commence à aller mal.
Je ne sais pas si en France vous avez l'expérience, mais ça m'a vraiment frappé pour quelqu'un me dire on était vraiment quelque chose sur les termes, je peux vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, et peu importe à quel point ils étaient formidables sous l'État, c'est vrai qu'à partir du milieu du XIXe siècle, ça commence à chuter sérieux. Il y avait la guerre de l'opium, bien sûr, suivie de la rébellion de Taiping, qui était, ça a coûté la vie à 30 à 50 millions de personnes, qui a quand même quelque chose, tuer tant de personnes avant d'avoir les vraies armes, faut le vouloir, quoi. Suite à cela, il y avait la chute de la dynastie en 1911, qui a suscité peut-être un petit moment d'optimisme avant de tomber dans l'anarchie ou presque, où les militaristes ont pris le contrôle de la Chine entre 1916 et 1927. Il y avait l'unification partielle de la Chine en 1927, mais ceci suivi par l'invasion japonaise de Mandchourie en 1931, puis le gros de la Chine 6 ans plus tard. La guerre de résistance contre le Japon a duré jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, suivi bien sûr d'une guerre civile entre les nationalistes et les communistes. Les communistes gagnent en 1949, et donc il y avait la perspective de paix qui a duré quelques années, mais là, tout de suite après, vient la guerre en Corée, la guerre de Corée. Puis, à partir de 1956, la Chine s'enfonce dans un trou de près de 2 décennies de campagne politique déchirante. Donc, je décris une longue période pénible et humiliante. Mao Zedong est mort en 1976, ce qui marque un tournant majeur. L'élan révolutionnaire de la Chine s'éteigne avec le grand timonier, du moins en grande partie. Et à la grande joie de nombreux Chinois, les années 80 qui s'en suivent ont été une décennie frénétique d'ouverture sur le monde extérieur et d'engouement, ou de fièvre, comme on dit en chinois, l'engouement culturel, l'engouement pour les études nationales, l'engouement pour le Qigong. Et les gens se permettent en quelque sorte de goûter à tous les plats après les excès de la privation de l'ère maoïste. Mais cet optimisme s'effond avec le massacre de 4 juin et l'éclipse de l'Union soviétique. Ensuite, les années 90 sont très sombres, marquées par un autoritarisme issu du massacre de Tiananmen, et aussi la pression des forces du marché qui commencent à rentrer sérieux en Chine. Et les forces du marché font que tout le monde a travaillé beaucoup plus fort, parce que le bol de riz en fer du socialisme chinois est largement écarté. C'est au cours des années 2000 que la poussière commence à tomber un peu et que les résidents urbains chinois, surtout dans les villes du niveau 1, ont pu voir que la Chine a créé un nouveau monde défini par les belles villes, les magasins de luxe, des aéroports spacieux, un système ferroviaire à grande vitesse à l'échelle nationale. Et je me rappelle, quand j'étais là en Chine, j'étais souvent là en Chine, ça m'a frappé au milieu de cette décennie-là, c'est-à-dire les années 2000, que dans les grandes villes, Shanghai, Pékin, Canton, tout le monde en Chine s'habillait de la même façon que nous. Il n'y avait pas vraiment de différence. Et c'était clair, je vivais et je vis toujours à Montréal. La Chine a développé beaucoup plus rapidement que le Montréal ou le Québec à ce moment-là. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la crise financière en Occident et avec les Jeux olympiques très réussis à Beijing en 2008, le gros du monde en Chine, ou les intellectuels chinois, en sont venus à croire que la montée de la Chine était fait accompli. Et comme je l'ai dit déjà, l'idée a fini par s'imposer dans le monde intellectuel que la Chine était de retour au centre du monde, à portée des États-Unis, qui battaient de l'aile, et donc à portée aussi du statut de première puissance mondiale. Cette idée était libératrice parce que tout au long du XXe siècle, les Chinois, les intellectuels chinois, avaient sans cesse émulé quelqu'un d'autre
que ce soit les pays démocratiques et libéraux ou que ce soit l'Union soviétique. Et donc, beaucoup d'intellectuels chinois, ils ont vécu ça comme une longue période d'émulation sans grand succès. Et donc, ils ont l'impression, à partir du XXIe siècle, qu'on commence à la fois d'être de nouveau chinois et de réussir. Et ce n'est pas difficile d'imaginer à quel point ça fait du bien de penser ça après une longue période d'essais où ça ne marche pas trop. Surtout quand tu essaies en émulant, en suivant quelqu'un d'autre que tu n'avais pas forcément choisi comme modèle. Et donc, c'était en même temps cette prise de conscience que la Chine était de retour, c'était électrisante pour les intellectuels. Parce qu'il faut y penser, si la Chine avait vraiment réussi, là où l'Union soviétique et les États-Unis avaient échoué ou étaient en train d'échouer, alors le monde était véritablement entré dans une nouvelle ère. La démocratie libérale américaine et le socialisme soviétique appartenaient désormais au passé pour les Chinois. Et la Chine allait diriger le monde vers un nouvel avenir grâce à quelque chose que Xi Jinping allait finir par déclarer être le produit de sa pensée à un moment donné, mais qui est resté assez vague et peu défini pendant un certain nombre d'années. En plus, le rêve chinois ne concernait que l'avenir. Une fois encore, si la démocratie libérale américaine et le socialisme soviétique avaient échoué, ça voulait dire que les téléologies, les discours, les arguments associés aux deux idéologies avaient également été invalidés. Et ceci signifiait même que toute l'histoire de la Chine en particulier, mais pas exclusivement l'histoire de la Chine moderne, était largement ouverte à la réinterprétation. Donc ils avaient perdu leur temps au cours du XXe siècle en utilisant les modèles qui n'étaient pas appropriés. Maintenant, désormais, il fallait tout repenser. Et pour une fois, c'était sous un jour positif. Donc ce n'était pas comme si à la fin de la dynastie des Qing, où ils décident, les Chinois, que tout ce qu'on a connu tout au long de notre histoire nous empêche d'avancer. Il faut tout jeter à la poubelle et recommencer à zéro, à partir de zéro. Là, ils disent, tout est bien, il faut repenser, mais là, à l'optique ou sous le jour de notre succès. Donc il y a une expression en anglais qui est « nothing succeeds like success », il n'y a rien qui réussit comme succès. Et je pense que c'est pas mal ça que les Chinois ont ressenti à ce moment-là, que le monde était en train de s'ouvrir devant eux, et c'était à eux de le prendre, de lui donner un sens, et donc de changer le monde comme cela. Donc, j'ai passé, comme les dernières années, à lire les textes là-dessus. C'est assez fascinant de voir dans les sens dans lesquels ils partent. Il y a sûrement de nombreuses façons de raconter cette histoire, mais pour les besoins de ma conférence d'aujourd'hui, je vais commencer par un intellectuel qui s'appelle Gan Yang et son concept de l'unification des trois traditions, qui peut sembler complètement obscur a priori, mais qui en fait est devenu une idée ou presque une méthode revisitée par des dizaines, voire des centaines d'intellectuels chinois de différentes manières au cours des 2 premières décennies du XXIe siècle. On peut dire que si le visage d'Hélène de Troie a lancé 1000 vaisseaux, le slogan de Gan Yang a lancé 1000 essais. Gan Yang est né en 1952. C'est un intellectuel versatile, extrêmement intéressant. Il y a plusieurs textes de lui sur mon texte que j'ai traduit qui méritent vraiment d'être lus, même si la Chine ne vous dit pas. Par exemple, il a écrit un texte cette année ou l'année passée, je ne me rappelle plus, sur, comment ça se dit en français, le piège de Thucydides, c'est ça? Thucydides Trap. Le piège de Thucydide. De Thucydide, oui, voilà, oui, c'est oui. Anglais-français, c'est pas la même chose pour les Grecs et les Latins. Okay. Mais quoi qu'il en soit, c'est un texte là-dessus
où il remet en question beaucoup du raisonnement américain sur le sujet sans pour autant chanter la ligne du parti. Donc il écrit encore une fois comme un citoyen du monde qui s'inquiète pour l'avenir du monde, ou s'inquiète parce que les États-Unis se laissent aller dans cette idée que la guerre avec la Chine est inévitable. Et lui, il veut pas ça. Et donc ça vaut la peine de lire. D'autant plus qu'en termes de spécialité intellectuelle, Gagnon est un classiciste, donc c'est-à-dire il parle grec et latin, je crois. C'est le genre de personne qui veut tout comparer, mais pour comparer, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Donc, il a étudié à l'Université de Chicago en philosophie occidentale. Il est un peu un adepte de Léo Strauss, cet intellectuel qui croit que il faut remonter dans le temps pour saisir les éléments basiques d'une civilisation qu'on est en train de perdre en quelque sorte à cause de la modernité et les abus de la modernité. Donc Gagnon est un peu comme ça, il donne les cours à Tsinghua, une des grandes universités chinoises, aux étudiants de première année de bac, où il parle justement de l'histoire grecque, latine, la comparant à l'histoire chinoise de la même époque. Je ne lis pas le grec ni le latin, alors je ne sais pas s'il dit n'importe quoi. Mais j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui serait apte en France ou aux États-Unis de faire la même chose, c'est-à-dire de maîtriser à la fois grec, latin, chinois classique et d'avoir des choses sensées à dire là-dessus. Et je pense que Gagnon, en effet, a des choses sensées à dire là-dessus. Anh Chang vient de parler du poids de l'anglais au Collège de France. Il y a quelques années de cela, l'Université de Pékin a ouvert un collège ou je sais pas trop, un institut où ils donnent les cours en anglais. Et la réaction de Gagnon a été la même réaction de plusieurs parmi vous qui croient que c'est du grand n'importe quoi, je pense. Et il y a un texte qu'on a traduit et qui est dispo sur mon site où il donne toutes les raisons que ceci est complètement ridicule. Il y a d'un sarcasme à tomber par terre. Ça vaut la peine de lire, ne serait-ce que pour ça. En termes intellectuels, il a changé beaucoup au cours de sa vie. Au tout début, il était un libéral comme le reste du monde. Donc, il a commencé dans les années 80 avec une série qui s'appelle La Chine dans le monde, culture de la Chine dans le monde, je ne me rappelle plus exactement. Mais il s'agissait d'une série de traductions, des dizaines, voire même des centaines de traductions à partir des langues étrangères, principalement l'anglais. L'idée étant de rattraper le temps perdu sous l'ère maoïste et de retrouver le reste du monde, parce que la Chine ne fait pas du monde. Donc il faut savoir ce que le reste du monde dit. Et depuis, d'ailleurs, je dois rajouter que les Chinois traduisent. C'est plus qu'une industrie légère, c'est presque une industrie lourde. N'importe quel livre en français, en anglais, qui fait du sens, qui a de l'impact, est traduit tout de suite. Je ne sais pas qui paye ça ou comment c'est organisé, mais c'est un fait un peu troublant que les Chinois savent beaucoup plus sur nous que nous, on ne savons sur eux. Et je pense que nos espions doivent le savoir, ou nos diplomates, je ne sais pas trop, mais c'est impressionnant quoi qu'il en soit. Et lui, il était au début de ce processus populaire, c'est devenu institutionnalisé par la suite. Mais après, il change d'avis sur plein de choses. Il flirte avec les nouveaux confucianistes parce qu'il est très tradition, comme on le verra avec le texte que je vais explorer ici, mais très nouvelle gauche aussi, très radical. Et il arrive à faire cela sans se contredire trop. Un peu, oui, il y a des gens qui détestent Gagnon en Chine, mais moi, je le trouve comme extrêmement intéressant. Et je pense, en effet, une biographie de Gagnon serait un truc très intéressant. Il est aussi très adepte à lancer des slogans. Presque tous mes amis chinois le détestent pour ça, parce qu'il est plus rapide qu'eux. Et comme les trois traditions, le truc ici, tout le monde dit « Merde, pourquoi moi, j'ai pas pensé à ça ?»
Et il fait ça de façon régulière, ce qui est assez impressionnant. Donc il y a un côté showman aussi. Et quoi d'autre? Ok, son texte, l'idée de quelles sont les trois traditions et comment elles ont été unifiées. Donc c'est une idée qui vient de l'histoire chinoise. C'est pas lui qui a inventé cela. En fait, ça vient du IIe siècle après Jésus-Christ, au moment où la Chine s'en va vers l'embrasse du confucianisme comme idéologie. Et donc c'est Dong Zhongshu qui a parlé avec Han Wudi, c'est pas très important pour nous qui a dit quoi, mais ça faisait partie encore une fois de cette institutionnalisation du confucianisme en tant qu'idéologie étatique. Et l'idée c'est que donc il y avait trois dynasties qui ont précédé la première unification de la Chine. Il y avait les Xia, et on ne sait pas à quel point ça a vraiment existé. Il y avait les Shang après, et puis les Zhou. Et les Zhou, c'était la période où la Chine féodale s'effrite et la Chine confucienne commence à prendre forme. Et ce que les trois traditions sont les trois dynasties, et l'idée derrière, l'idée d'unifier les trois traditions, c'est-à-dire que donc il y avait la violence lors de chaque transition, il y avait les différences institutionnelles et culturelles au sein de chaque dynastie ou chaque tradition, mais quelqu'un quelque part a su faire en sorte que ça s'unifie à un moment donné. Donc le discours en est un d'unité. Donc c'est-à-dire que malgré les différences, malgré tout, et ça a duré des siècles, on finit avec une harmonie, une unicité qui a permis à la Chine confucienne de perdurer, qui va permettre à la Chine de perdurer pendant des décennies. Donc c'est un argument conservateur en quelque sorte qui met en valeur l'harmonie, encore une fois, la tradition. Et donc ça vaut ce que ça vaut. Ça fait partie des choses qu'on trouve quand on lit dans l'historiographie chinoise traditionnelle. Mais ce que Ganyang a fait a été de transposer cela au XXIe siècle. Donc il dit pourquoi la Chine de nos jours a réussi, pourquoi la montée de la Chine s'est réalisée. C'est parce que nous aussi, on a réussi à unifier nos trois traditions. Et quelles sont ces trois traditions ? La première tradition, c'est celle de Deng Xiaoping, les marchés, l'efficacité et tout ce qui vient avec. Deuxième tradition, c'est celle de Mao Zedong et la justice sociale. Et troisième tradition, il appelle ça le personnalisme, il veut dire le confucianisme, donc la culture traditionnelle chinoise. Et on peut lire une citation de lui qui résume assez bien ce qu'il veut dire. À l'heure actuelle, il dit nous pouvons identifier trois traditions en Chine. La première est la tradition qui a pris forme après 25 ans de réforme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une longue tradition, de nombreuses idées et termes issus de la réforme et de l'ouverture sont déjà profondément imprimés dans l'esprit des gens et sont entrés dans le langage quotidien des Chinois, devenant ainsi une sorte de tradition. Cette tradition est pour l'essentiel issue du marché et comprend de nombreux concepts qui nous sont familiers aujourd'hui, tels que la liberté et les droits. Une autre tradition est celle qui a commencé avec l'établissement de la République populaire et qui a pris forme à l'époque de Mao Zedong. Il s'agit d'une tradition caractérisée notamment par l'accent mis sur l'égalité et la justice. Il est clair aujourd'hui qu'à partir du milieu ou de la fin des années 90, la tradition maoïste de l'égalité a été très puissante. Et à partir du milieu des années 90, on a beaucoup parlé de l'ère Mao. Je n'ai aucune idée de quoi il parle là, mais c'est ce qu'il dit. 10 ans auparavant, cela aurait été semblé impossible, mais la tradition maoïste de l'égalité est devenue une tradition puissante dans la Chine contemporaine. Enfin, il y a bien sûr aussi la tradition de la civilisation chinoise forgée à travers des milliers d'années. C'est ce que nous appelons souvent la culture traditionnelle chinoise ou la culture confucienne. Il est souvent difficile d'écrire la culture traditionnelle chinoise, mais dans la vie quotidienne du peuple chinois, elle s'exprime essentiellement, pour faire simple, en termes de relations interpersonnelles ou de liens de proximité. On peut voir ceci très clairement dans de nombreuses séries télévisées en Chine d'aujourd'hui, en particulier celles qui sont axées sur la famille ou sur le mariage et le divorce.
C'est intéressant qu'il parle des séries télévisées et pas des vraies familles, mais bon. Ok, c'est le premier paragraphe du texte de Ganyang. C'est un discours oral qu'il donne en 2005. Donc quelqu'un a fait la transcription pour en faire un livre. Il n'y a pas de préambule, il plonge tout simplement dans le vif du sujet, il parle toujours comme ça. Tu as toujours l'impression que Ganyang vient de descendre d'un bus. Il y a 10 minutes de retard, il se met comme ça. Le reste du chapitre poursuit avec la même franchise, la même limpidité comme un TED Talk, la façon dont quelqu'un parle lorsqu'il explique une très bonne idée qu'il vient d'avoir. Et donc, Gan insiste que la Chine est unique en ce sens. Hong Kong, par exemple, a le marché et les liens personnels, mais pas l'insistance sur l'égalité. Les États-Unis ont le marché et le sens de la justice, mais pas les liens personnels. Et jusqu'à très récemment, poursuit Ganyang, les Chinois croyaient que l'une de ces traditions devait prendre le dessus et définir en fin de compte la nature essentielle de la Chine. Et voilà la très bonne idée de Gan. Pourquoi pas les garder toutes les trois? C'est ça. La Chine, il dit, a été aveuglée à cette possibilité parce que jusqu'à très dernièrement, les Chinois divisaient le monde en deux parts avec la culture chinoise d'un côté et la culture occidentale de l'autre. Et disaient que la Chine avait échoué parce qu'elle n'avait pas réussi à s'occidentaliser. Donc c'est la raison pour laquelle les Chinois n'avaient pas su apprécier les progrès réalisés par la réforme et l'ouverture de la Chine. Comme les Occidentaux, ils s'attendaient à ce que les choses échouent, et les attentes occidentales étaient fondées sur l'échec du socialisme en Union soviétique et en Europe orientale. Cependant, et je cite Ganyang de nouveau, les 25 ans de réforme de la Chine ont donné de grands résultats. Nous devons comprendre tout cela à nouveau. Nous avons besoin d'une nouvelle compréhension des liens et des continuités entre les réalisations de la réforme et l'ère de Mao Zedong et du rôle fondamental que l'histoire et la civilisation chinoise traditionnelle ont joué dans la Chine moderne. Aujourd'hui, nous devons souligner que la tradition de Confucius, la tradition de Mao Zedong et la tradition de Deng Xiaoping font partie de l'ensemble continu de l'histoire et de la civilisation chinoise. En somme, le plus grand défi du XXIe siècle est la nécessité de parvenir à une nouvelle compréhension de la Chine. C'est ça la clé. Il faut tout comprendre et penser de nouveau. Et donc, voilà ce qu'il a dit, et c'est ça qui a motivé tout le monde à faire à peu près la même chose. Moi, je trouve ces propos intéressants, mais en même temps compliqués et un peu frustrants. D'un certain point de vue, la proposition de Ganyang est très conservatrice, dans le sens qu'il dit que la période de révolution est terminée, que la Chine doit institutionnaliser les changements réussis qui l'ont amené au point de revenir en superpuissance. À un autre niveau, le projet est optimiste, voire utopique, dans sa confiance que ces trois traditions peuvent être réduites à des pièces discrètes qui peuvent ensuite être réarrangées à la manière d'un Lego pour produire quelque chose de nouveau. Il ignore, comme je l'ai dit déjà, les discontinuités, les ruptures qui ont été au cœur de l'expérience chinoise moderne, et imagine une autre nouvelle Chine dans laquelle les gens aiment leur famille, se soucient de la justice sociale et produisent les richesses dans le cadre d'une économie de marché. Et donc, à certains égards, l'idée de Gan est plus proche d'un slogan politique que de quelque chose de savant. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il y ait des failles dans l'argument de Ganyang n'a nuit à rien, parce que ça finit encore une fois par produire une méthode ou un mouvement où beaucoup de monde se mettent, à l'instar de Ganyang, à imaginer de nouveau les pans de l'histoire de la Chine, quels éléments doivent constituer la nouvelle Chine, comment on doit voir l'histoire de la Chine de nouveau. Et comme je l'ai dit au début, beaucoup de ces explorations sont parties très loin et dans un sens à l'opposé de ce que le parti ou l'État-parti aurait voulu, parce qu'il passe à travers ou il ignore les éléments clés de l'historiographie
produite par l'État parti. Donc, j'aurai pas le temps aujourd'hui d'aller en détail, d'explorer plus en détail ces centaines d'explorations de l'unification des trois traditions. Si vous googlez le mot en chinois Tongsan Tong en chinois pour unifier les trois traditions et mettez les dates 2005 jusqu'à 2022, ça donne du moins 15-20 pages de résultats. Et je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce que là, il y a plein de gens qui parlent de ça sans utiliser forcément le terme. Donc, c'est-à-dire que ça mérite quelques dissertations, thèses doctorales, si quelqu'un est à la recherche. C'est un peu trop de matière peut-être, mais voilà. Et donc, pour vous rappeler le paradoxe, donc on a les gens qui partent dans tous les sens. Xi Jinping annonce le rêve chinois et il y a un potentiel mariage des cerveaux à ce moment-ci, dans le sens que beaucoup de Chinois, intellectuels chinois, tentent de façonner leurs explorations de façon à peut-être plaire au parti, même si c'est déjà parti loin dans un sens opposé à ce que le parti aurait voulu. Pour les fins d'aujourd'hui, je vais discuter de certains efforts faits par les nouveaux confucianistes dans ce sens. D'une part parce que le texte que je vais discuter est assez audacieux. Dans ce sens, j'en ai jamais vu un qui fait appel aussi directement à Xi Jinping en lui disant exactement ce qu'il propose. De l'autre côté, les nouveaux confucianistes sont assez importants dans l'histoire plus large du monde des intellectuels publics chinois sur lequel je me penche et je n'aurai pas l'occasion d'en parler beaucoup dans les autres conférences. Donc, quelques mots d'abord sur les nouveaux confucianistes. Bon, je ne suis pas trop en retard. Avant d'aborder les billets doux qui vont envoyer à Xi Jinping, les nouveaux confucianistes tracent leurs origines récentes aux années 80 en Chine, quand il y avait un engouement pour l'étude nationale et donc pour le confucianisme, tout aussi en réaction aux excès de la révolution culturelle. Cet engouement était largement l'affaire des intellectuels, c'est mon impression. L'histoire moderne et contemporaine du confucianisme en Chine est plutôt triste. À partir des années 20, le monde intellectuel en Chine rompt avec le confucianisme. Pour diverses raisons, ils en sont venus à croire que c'était le confucianisme qui avait fait en sorte que la Chine n'était pas capable d'avancer. C'était le gros fardeau, le gros obstacle, et donc ils l'écartent largement. Suite à cela, le confucianisme s'en va dans les universités chinoises, où il y a une poignée de philosophes ou d'intellectuels hyper brillants qui ont décidé de refaire le confucianisme dans le sens d'en faire comme l'équivalent d'une philosophie européenne. Je ne sais pas si ça marchait ou non, parce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont dit. Mais tout le monde le respecte énormément. Ok, mais ce n'est pas du tout le confucianisme tel qu'il a été avant. C'est quelque chose de nouveau. Et bon, il n'y a pas de mal à refaire quelque chose. Après la révolution 1949, ce nouveau confucianisme part pour s'installer dans divers lieux dans la diaspora chinoise, Hong Kong, Taïwan, États-Unis, où il continue le boulot, encore une fois, de retravailler le confucianisme. Donc ça existe, il y a ce qu'on appelle Boston Confucianism, parce qu'il y a une concentration d'une poignée de personnes qui travaillent à Boston sur cette idée d'établir les équivalences entre le confucianisme et une philosophie dite contemporaine. Bon, les nouveaux confuciens, quant à eux, au tout début, ils ont pris les confuciens dans la diaspora comme maîtres.
parce qu'ils ne savaient pas grand-chose. Il y avait une rupture presque complète avec le confucianisme en Chine, et donc il n'y avait pas les sources, il n'y avait personne avec qui parler, et même s'ils avaient écrit des livres incompréhensibles, ils en savaient plus que les nouveaux confucianistes en Chine. Et donc, au tout début, il y avait en Chine, par exemple, des années 90, des 3 groupes des libéraux qui étaient pour les marchés et la liberté, la nouvelle gauche qui était pour le socialisme dans toutes ses formes, et il y avait les nouveaux confucianistes qui étaient pour la tradition, l'idée que ce qui fait que la Chine est unique et sa civilisation traditionnelle, et ça comprend le confucianisme. Avec la montée de la Chine, ça commence à changer. Dans le sens que désormais, si la Chine allait devenir une superpuissance, donc le confucianisme de la diaspora était vu comme de la petite pierre. Ce n'était pas assez ambitieux. Et donc en Chine, ils ont développé un confucianisme nouveau qui était très politique. Donc c'est extrêmement politique. Par exemple, une des figures les plus connues, c'est un bonhomme qui s'appelle Jiang Qing, né en 1953, je crois, qui, lui, c'est un conservateur comme un autre, à l'instar de Edmund Burke ou de n'importe quel des Français du 19e siècle qui étaient contre la République pour raison d'affection pour l'Église catholique ou la tradition catholique, je ne me rappelle plus le nom, mais les gens qui ressentent ce genre d'attachement à une église ou une tradition, Jiang Qing est ça. Et donc il a proposé par exemple dans un de ses écrits les plus loufoques, disons, un gouvernement qui allait remplacer celui du Parti communiste et qui aurait, ça serait un gouvernement tricaméral, et pourquoi pas, avec une maison de roturier où vous avez des élections, le peuple qui parle, qui nomme leurs représentants qui seront là pour représenter le peuple. Puis la maison de la tradition confucienne, un peu construite, un peu, les gens seraient choisis un peu comme dans la tradition, avec les examens qui testaient la connaissance des doctrines, des textes, le canon confucien. Et finalement, la maison de l'essence nationale constituée des descendants directs de Confucius. Combien il y en a, je ne sais pas. Mais voilà, encore une fois, ce qu'ils cherchent à faire, ça a l'air un peu ridicule là. C'est plus facile de développer une attitude compréhensive de Jiang Qing sans lire cela. Dans d'autres parties, c'est clair encore une fois que c'est juste un conservateur comme un autre, et on peut décider que c'est bien ou c'est mal, mais il n'est pas fou. Je ne sais pas pourquoi il a décidé d'inventer ces 3 maisons. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du mandat de Xi Jinping, c'était pas clair du tout qu'il n'allait pas abonder dans le sens du confucianisme. Personne ne savait. Maintenant, Xi Jinping, bon, on le voit comme Poutine ou comme Staline. Au début de son mandat, personne ne savait vers quoi il allait s'en aller. Il y avait les gens qui pensaient qu'il allait sauver la Chine dans ce sens libéral. Il est facile de trouver dans les textes de la période juste avant il commence son mandat des textes où il associe à Jiang Jingguo, c'est le fils de Chiang Kai-shek, celui qui est responsable formellement pour la démocratisation de Taïwan. Donc il y a les gens qui ont vu en Xi Jinping cette possibilité-là. Les confucianistes aussi, ils ont vu une possibilité, et c'est vrai qu'au tout début, ils ont laissé entendre Xi Jinping et le Parti communiste qu'il y avait de la place pour le confucianisme au sein du nouveau régime que Xi Jinping allait mettre en place. Et il y avait toute une chronologie, toute une série de choses. Et donc, il y avait donc une certaine excitation de la part des nouveaux confucianistes qui croyaient que c'était peut-être le moment en histoire. Donc, il fallait frapper fort pour essayer de ne pas manquer le coup. Et donc, j'arrive à
mon texte du jour, écrit par un bonhomme qui s'appelle Chun Ming, et il ne s'habille pas toujours comme ça. J'arrivais pas à trouver d'autres. Mais c'est vrai que beaucoup des nouveaux confucianistes passent beaucoup de temps à construire les académies et à faire des rituels et des rites où ils s'habillent comme ça. Mais Chun Ming, c'est un bon ami à moi. Et entre nous, il en est à sa 5e femme, je pense. Donc il fait autre chose que les rites. Et donc voilà. Quoi qu'il en soit, lui, il a écrit un texte qui s'appelle « Transcender la gauche et la droite, unir les trois traditions, renouveler le parti-État, une interprétation confucienne du rêve chinois ». Donc, de toute évidence, il s'inspire directement de Ganyang. Et donc, je me retrouve... donc, Chun Ming est né en 1962, et c'est un philosophe et un des principaux nouveaux confucianistes chinois. Son texte, qui est la transcription d'une conférence que Chun a donnée en 2015, est manifestement politique et son public cible est précisément Xi Jinping. Ça se voit clairement dans le texte. Il parle de Xi Jinping comme Xi Dada, ce qui veut dire oncle Xi ou papa Xi. Et oui, c'est honteux, on ne fait pas ça en Chine, c'est terrible. Et Chun m'a personnellement confirmé que c'était ça qu'il est en train de faire, à être très provocateur dans l'espoir que Xi Jinping ou le parti fassent acte et fassent rentrer le confucianisme dans le régime d'une façon ou d'une autre. Et donc, ce qu'il dit, je propose ici de réaliser une expérience et en me basant sur les changements que le parti au pouvoir a apportés à la politique de réforme d'ouverture et sur les ajustements idéologiques. Je vais me livrer à une interprétation confucienne ou un exercice d'imagination en créant une lecture confucienne du rêve chinois. Et donc, il se lance dans un discours assez surprenant. Je me rappelle quand je l'ai traduit, mettons les remarques dans les marges comme « mais voyons donc » ou « c'est du n'importe quoi » ou « c'est du grand n'importe quoi » ou « sur quelle planète tu vis ?» Mais je pense qu'il n'est pas bête, donc il a voulu que ça fasse ainsi. Et son point principal, c'est que à un moment crucial de l'histoire moderne chinoise, la Chine s'est perdue. Le moment, selon Chen, a été le mouvement du 4 mai, le mouvement d'une nouvelle culture, qui a couru grosso modo entre 1915 et 1927, et qui a longtemps été considéré dans l'historiographie chinoise comme occidentale, comme le tournant crucial à partir duquel la Chine décide de devenir moderne. Par ailleurs, Chun Ming qualifie la modernité d'attaque étrangère. Donc, l'erreur commise par la Chine à ce moment crucial a été d'adopter les solutions étrangères ou occidentales aux problèmes chinois, plutôt que de reconnaître que ce qui était en jeu était en fait la nation chinoise, le sujet du rêve chinois, il ne faut pas l'oublier. Ces solutions erronées, selon Chun, comprenaient à la fois le projet des Lumières, donc démocratie et marché, qui est fondé sur l'individu, et le projet socialiste aussi, qui est fondé sur le concept de classe et la lutte des classes. Donc, il qualifie ces deux projets de gauche et droite qui doivent être transcendés à l'aide du confucianisme. Et donc, je le cite de nouveau pour vous donner une idée du goût du texte. Lorsque je fais référence à la gauche et à la droite ici, je parle à la fois d'un ensemble de philosophies historiques et de propositions institutionnelles, politiques, que nous pourrions qualifier de discours révolutionnaire d'un côté et de discours des Lumières de l'autre. Le discours révolutionnaire est pratiqué depuis de nombreuses décennies. En Chine aussi, il y a déjà eu son autre gloire. Et quels ont été les résultats? Je pense que ça n'a pas été terrible. Avant 1949, la faction internationaliste au sein du Parti communiste chinois, en raison de son dogmatisme, ne pouvait pas s'intégrer, a été évincée par le Parti nativiste. Il s'agit de détails concernant les luttes au sein du Parti communiste qui ne sont pas très pertinents pour nous. Plus tard, il continue la pratique, durant la révolution culturelle, de la révolution permanente sous la dictature du prolétariat,
a amené l'économie nationale au bord du gouffre. Avant 1949, Mao avait en fait une vision nativiste, que ce soit en termes de valeurs ou de connaissances. J'entends par là qu'il a choisi le socialisme pour sauver la Chine et non pour obéir au grand plan d'un quelconque mouvement international. Pourtant, après 1949, Mao a senti qu'il pourrait lui-même devenir le leader d'un mouvement international et alors soit dépasser, soit trahir cette orientation nativiste et cette position nationaliste intérieure et a adopté le léninisme ou même le stalinisme et sur cette base exaltée a développé la soi-disant théorie de la révolution permanente sous la dictature du prolétariat. Telles sont la nature et les origines de ce que nous pourrions appeler les erreurs de vieillesse. Donc ce n'est pas les mots flatteurs, de toute évidence, et pas le genre de truc qu'on s'attend va sortir de la bouche d'un nouveau confucianiste. Chen continue disant que la Chine a d'abord été sauvée de cette série d'erreurs par Deng Xiaoping, qui a concentré l'attention de la nation sur les besoins économiques et matériels. Néanmoins, le débat s'est poursuivi dans la Chine de l'après-Mao entre les libéraux, qui continuent à mettre l'accent sur l'individu, et la nouvelle gauche, qui s'acharne sur les classes. Et donc, ils continuent à croire que la Chine doit mettre de côté tout ce qui est gauche et droite, individu et classe, pour se concentrer sur le fait qu'on est tous chinois. Et donc, c'est la culture qui va nous sortir et va nous amener vers un avenir glorieux. Il y a des arguments aussi sur l'unification des trois traditions et sur le renouvellement de l'État-parti. Ils sont un peu moins clairs pour moi. Pour ce qui est les trois traditions de Chen Ming sont la Chine des Qing, la Chine de la République, la Chine communiste. Et je pense qu'il parle en fait du territoire de la Chine. Beaucoup de Chinois qui ont développé une amitié profonde avec les Qing, c'est parce que les Qing ont établi les frontières de la Chine telles qu'elles existent maintenant. Ils ne veulent pas voir ça touché par quelques forces extérieures. Beaucoup de leurs discours là-dessus ont à voir avec la peur que le Xinjiang ou le Tibet s'en aille, ce qui laisserait la Chine beaucoup réduite. Pour ce qui est de son argument sur le renouvellement de l'État-parti, c'est plus intéressant. Et là, pour résumer rapidement, ce qu'il dit, c'est que avant qu'on avait l'État... avant qu'on avait le Parti communiste, il y avait le Parti nationaliste. Ils ont été, en termes structurels, c'est la même chose. Donc, le Parti communiste n'a rien inventé. Et donc, ce qu'on peut faire, on peut garder l'État, le parti et l'État-parti, mais on peut laisser tomber le léninisme. Donc, on peut remplacer le léninisme par le confucianisme. Assez audacieuse comme proposition. Et donc, ça, c'est Chen Ming, sa position. Il est évident, rétrospectivement, que ça n'allait pas fonctionner du tout, que Xi Jinping n'allait pas abonder dans ce sens-là. Mais c'est tout aussi clair que c'est ça que Chen Ming aurait voulu. Donc, c'est un exemple, peut-être inepte, je ne sais pas, de quelqu'un qui essaie de fournir du contenu au rêve chinois. Un dernier exemple, rapide, et ce bonhomme-ci, Liang Zhiping, qui est il travaille sur l'histoire du droit en Chine. Mais il a écrit un texte sur Tianxia, en 2018. Tianxia, c'est tout sous le ciel, mais ça veut dire l'universalisme chinois avant l'arrivée de l'Occident, comment la Chine a pensé le monde et la place de la Chine dans le monde. Et ça a quelques éléments. Un élément géographique, ça consiste en une série de cercles concentriques avec la Chine au milieu, comme la force la plus morale. Et donc, les gens peuvent s'approcher de la Chine s'ils se préparent moralement et donc bénéficier du rayonnement de la Chine pour devenir chinois et ainsi humain. Je ne sais pas si ça a jamais existé, mais ça fait partie des mythes que beaucoup d'intellectuels chinois nourrissent de nos jours. En fait, c'est un peu le tangent international
du rêve chinois. Ça fait partie du contenu traditionnel qu'ils essaient de ramener pour suggérer que le monde de l'avenir, sous la direction de la Chine, peut être tout autre qu'il ne l'est maintenant. Donc si on pratique une politique morale de Tianxia, on peut mettre de côté le monde darwinien dans lequel on vit. Moi, j'ai du mal à imaginer que ça fonctionne. Pour moi, c'est un peu comme le espéranto, comme expérience linguistique. Ça serait bien beau si tout le monde parlait espéranto, comme ça serait bien beau si tout le monde pratiquait le moralisme du Tianxia. Mais comment faire qu'on va de point A à point B me semble problématique. Mais le texte de Liang Zhiping, c'est un long texte. Je pense parfois que les Chinois sont payés par le caractère. Mais ce qu'il fait, il passe en revue les greatest hits des théories de Tianxia qui sont développées par divers auteurs chinois au cours des 10-15 dernières années, de façon respectueuse, mais critique en même temps. Et à la toute fin du texte, on se rend compte d'où ils vont en venir. Il publie son texte à Taïwan, ce qui lui donne plus de liberté de parler des choses un peu délicates. Et la chose délicate qu'il veut aborder, c'est qu'est-ce que Xi Jinping et le régime communiste veulent faire avec Tianxia. Et ce qu'il finit par dire, c'est que, comme j'ai dit au tout début de ma conférence, nous, les intellectuels, on comprend vos difficultés, on comprend que vous voulez intégrer les idées comme Tianxia dans votre doctrine marxiste-léniniste du 19e siècle. Laissez-nous vous aider. Et donc on peut lire cette dernière citation pour avoir une idée. À cette joncture importante de l'histoire, il parle de la montée de la Chine, la volonté de retourner à l'histoire et de redécouvrir la culture traditionnelle comme tentative d'une recherche identitaire peut être considérée comme un choix raisonnable, suivant la propulsion intérieure de notre civilisation. De même, lancer de nouvelles réflexions théoriques dans l'optique d'en arriver à une nouvelle compréhension de la Chine et une nouvelle subjectivité, ceci est également impératif. Néanmoins, ce projet est énorme, très compliqué, difficile. Il exige la participation de toutes les parties, des efforts du haut vers le bas et du bas vers le haut, et il ne pourra aboutir qu'après une longue période de recherche et de réflexion. Dans ce processus, le rôle des intellectuels est incontournable, car ce sont eux qui construisent les théories et les idéologies, ainsi que ceux qui critiquent telle ou telle idéologie. Mais quel que soit le rôle qu'ils jouent et quel que soit leur point de vue, en tant qu'intellectuels, la première chose qu'ils doivent faire est de maintenir leur professionnalisme, de s'accrocher à la vérité et de se consacrer à la raison. Il ne doit pas ignorer sa conscience ni céder à ses intérêts privés, mais faire tout son possible pour ne pas plier devant les préjugés ou à l'émotion du moment et donc respecter la tradition et les normes du savoir et développer sincèrement ses points de vue. En effet, la véritable construction idéologique doit garder une certaine distance par rapport au pouvoir politique et la véritable pensée critique doit conserver une conscience lucide et critique face à toute idéologie. Ce n'est que lorsqu'ils y parviendront que leurs propositions et leurs explications développeront leur pouvoir de persuasion. Donc, dans le fond, le texte de Liang Zhiping doit être lu comme un plaidoyer adressé à Xi Jinping et à l'État chinois, un plaidoyer qui dit, comme je viens de le dire, nous comprenons vos défis, vos difficultés, nous sommes avec vous. Nous savons que le régime manque de légitimité, que vous battez de l'aile parfois, en essayant de trouver des solutions pérennes à ce problème. Nous, les intellectuels, nous maîtrisons les mots, les concepts, les discours. Nous savons comment les façonner pour qu'ils atteignent leur cible. Laissez-nous vous servir pour le bien-être de la Chine et du monde. Merci beaucoup. Oui, cette dernière phrase, enfin ce à quoi veulent en venir ces intellectuels après justement enfin des
des volumes entiers, que David Ownby a le mérite de traduire en anglais avec une ténacité que j'admire beaucoup, parce que quand même, la prose chinoise n'est pas toujours très digeste. C'est en fait, je pense, ce que disaient déjà en fait les conseillers de l'empereur fondateur de la dynastie Han. Hein. Nous avons ici Marianne Bujard, qui est une grande spécialiste des Han, et Pierre-Étienne Vie, le grand spécialiste des Ming et Qing. Donc là, on a l'histoire chinoise réunie sur 2 sièges. et donc, ça, c'est une chanson qu'on connaît déjà. Enfin, c'est la façon dont les conseillers du prince confucéen, en fait, se valorisent auprès de la source du pouvoir. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que effectivement, ces nouveaux confucéens, enfin, ils sont très très excités parce que ils ont l'impression que là, ils redécouvrent quelque chose qui va enfin sauver le monde. Hein. Et ils ont presque réussi d'ailleurs à convaincre le monde de ça. Hein. Beaucoup d'étudiants africains maintenant qui sont nourris aux instituts Confucius, enfin, sont absolument persuadés de ça, hein, que c'est Confucius qui va sauver le monde. Très bien. Donc, alors, ce qui est amusant pour nous, enfin, qui connaissons toutes ces personnes qui produisent du contenu, qui sont, comme on les appelle en anglais, des idea mongers, c'est-à-dire des producteurs d'idées. Hein. Bon, alors donc ils s'excitent beaucoup eux-mêmes sur les idées qu'ils produisent. Mais alors, quand ils essayent justement, enfin, de promouvoir ce nouveau confucianisme, David Ownby l'a remarqué. Chiming, il change 5 fois de femme. Enfin bon, c'est pas exactement, enfin, dans l'esprit ritualiste confucéen. Moi, je me souviens, enfin, d'une occasion où je me suis retrouvée en voiture avec Kan Yang, avec un autre collègue japonais. Donc on était dans la voiture personnelle de Kan Yang, qu'il conduisait lui-même dans la confusion de Pékin, là. Et c'était quand même une Audi, hein, la voiture. Et alors, tout d'un coup, il se tourne vers nous et il nous dit, mais ça c'était quelques années avant le début de la pandémie. Il se tourne vers nous et il nous dit, mais vous ne trouvez pas que la Chine s'appauvrit ? Alors nous, enfin, je ne sais pas, le collègue japonais et moi, on se regarde et on dit, mais non, enfin, pourquoi, comment ça, enfin, déjà, enfin, nous, on est dans une Audi, je ne sais pas, enfin, on n'a pas l'impression que la Chine s'appauvrit, enfin bon, mais d'une certaine façon, oui. Et je pense aussi à un autre collègue qui a carrément fait de la prison, enfin parce qu'il a été pris, lui aussi qui vendait du nouveau confucianisme et qui a fait de la prison pour trafic de visas, etc. Bon, donc voilà, enfin, je veux dire, bon, ce qui est rassurant, c'est quand même, comme dit David Ownby, les Chinois sont normaux, quoi. Hein, voilà. Je vous laisse sur ce message profond. Je suis désolée, je vais manquer votre passionnante discussion, mais je suis appelée ailleurs et donc je vous donne rendez-vous mardi prochain. Hein.